Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 25 avril 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette émission où on va passer en revue l'actualité qui est quand même marquée grandement par une rébellion contre la SEC, ce qui est plutôt positif. Et ensuite on ira voir la partie technique dans laquelle on a une consolidation et on validera un petit peu le plan qu'on a expliqué hier et samedi pour valider, et je répondrai aussi à la question qu'on me pose régulièrement, quand est-ce que j'achète du BTC, notamment dans une thématique comme l'on a actuellement. On commence tout de suite avec les nouvelles, avec le FMI qui va prêter 45 milliards de dollars à l'Argentine pour globalement leur permettre de payer leurs dettes et de continuer, avec une petite information en plus, c'est qu'ils doivent justement faire disparaître toute trace de cryptocurrency sur leur territoire et devenir justement anti-crypto, avec une position très marquée. C'est l'élément obligatoire pour pouvoir récupérer les 45 milliards de dollars. Je pense qu'il y a une peur généralisée du fait que, avec l'inflation systémique que l'on peut retrouver quand on est adossé au dollar, de devoir se diriger vers une autre monnaie, comme par exemple, pourquoi pas, le yuan, ou les crypto-monnaies avec le bitcoin, comme on a pu le voir sur certains pays, et donc forcément, on joue la carte de « je te remplis les poches ». Par contre, s'il te plaît, ne touche pas aux cryptocurrencies, c'est vraiment le mal. Donc on a quand même cette démarche-là qui est quand même très forte. Bon, ça va être intéressant de voir comment ça va se goupiller sur les années à venir, à savoir que je ne suis pas sûr que ce soit le choix le plus optimal pour l'Argentine. Ensuite, nous avons Goku qui nous envoie une news sur Visa. Visa a ouvert des postes, donc recrutement, pour la mise en place d'une politique ambitieuse d'adoption de la crypto-monnaie pour favoriser la création d'un réseau public de blockchain et son adoption massive, ce qui est plutôt positif quand on parle de Visa, et en même temps c'est logique quand on parle aussi de Visa, étant donné que les crypto-monnaies sont une très bonne technologie pour pouvoir favoriser et limiter les coûts réels de transaction. Donc on se retrouvait sur quelque chose qui serait plutôt positif sur le long terme. Ensuite, nous avons la France, et notamment l'AMF, donc qui commence à se mettre au pas par rapport à la législation MiCA européenne qui a été validée, et ils ont annoncé qu'ils sont en train de regarder comment ils vont se mettre aux normes et comment ils vont faire coïncider la loi française avec justement le projet de loi MiCA. Il va falloir suivre ça, parce qu'on pourrait avoir justement des modifications qui seraient plutôt positives pour la législation française grâce à la loi MiCA. On continue avec la SEC, et notamment Gary Gensler qui est sous pression. On sait déjà depuis un certain temps que les républicains sont contre lui, et ça s'est vu lorsqu'il est passé devant le Congrès, et notamment sa façon de gérer la partie crypto-monnaie et le gros flou qu'il laisse peser autour de cette industrie. On a à côté le framework des stablecoins qui a été créé par le Congrès majoritairement républicain, et ce framework se passe totalement de la SEC et va rediriger la partie régulation sur quelque chose d'étatique et de fédéral hors SEC, ce qui est plutôt positif. Donc ça veut dire qu'on est en train de retirer des billes et du pouvoir à la SEC sur les cryptoactifs. C'est une bonne chose, ça veut dire qu'on est en train de se diriger vers une séparation des actifs classiques, des securities, versus les actifs digitaux, et c'est un petit peu ce qui est en train de se mettre en place. La pression augmente parce qu'on a Coinbase qui, au lieu d'attendre d'être attaqué par la SEC, attaque la SEC pour avoir une réponse sur les demandes qui avaient été effectuées par l'ensemble des compagnies, des sociétés basées en crypto, pour avoir un cadre légal et avoir de la transparence. Globalement, il y en a assez de devoir systématiquement dépendre d'une autorité qui refuse de statuer quoi que ce soit. Il faut comprendre qu'actuellement c'est le flou total. On peut vous dire oui, on peut vous dire non, on peut revenir en arrière parce qu'il n'y a pas de loi qui statue tout ça, et donc forcément on se retrouve dans un cadre impossible pour pouvoir développer une société. C'est ce qu'est en train de voir Coinbase avec sa menace de partir des USA, ce qui a fait bouger, on va pas se leurrer, le Congrès et la partie républicain. Au niveau des chiffres macro, on n'oublie pas qu'aujourd'hui nous avons les ventes de logements neufs, la confiance consommateur qui tombe et le nombre de permis de construire très important qui vont permettre de voir un peu l'état de l'économie US. Nous avons eu hier des résultats plutôt positifs avec notamment Coca-Cola, mais on se cache pas qu'aujourd'hui ça va être une grosse journée avec Microsoft, Alphabet, Visa, McDonald's. On a quand même du lourd qui va arriver, et forcément la
fin de semaine va être aussi très chargée, mais aujourd'hui ça va être vraiment les éléments clés. Il va falloir que ça tienne principalement sur le Nasdaq pour pouvoir assurer une macro stable. Dans les autres nouvelles, nous avons le KYC obligatoire sur Bybit qui va arriver le 8 mai. Très important à prendre en considération, si vous voulez rester dans une plateforme non KYC, vous avez toujours la possibilité d'avoir BitGet, le lien est en description et en commentaire. Petit mot justement sur le sponsor de cette vidéo qui est Bybit, qui est une plateforme que j'utilise déjà depuis plus d'1 an et demi, dans lequel vous retrouvez la possibilité de faire du spot, produits dérivés, NFT, earning, des options et un échange décentralisé au sein de l'échange centralisé. Il faut prendre en considération que leur volonté d'aller dans le KYC obligatoire est une volonté de réglementation et de régulation. Ils veulent se conformer à la régulation mondiale et surtout une volonté potentielle d'aller dans une régulation propre à MiCA et donc européenne. Vous retrouvez en commentaire et en description le lien pour pouvoir vous inscrire, que ce soit à BitGet ou à Bybit, avec 10% de réduction sur les frais de transaction ainsi qu'un bonus pour votre premier dépôt si ça vous intéresse de tester ces plateformes. On attaque la partie technique et je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement qui est comment je cale un DCA lorsqu'on est dans une forme de pullback. Actuellement, déjà depuis un certain temps, ici nous avions une grosse zone pour pouvoir faire du DCA classique, DCA étant dollar cost average, ça veut dire qu'on lisse ses achats petit à petit en fait tout au long de la vie du cours de façon à pouvoir lisser son prix, son PMA, son prix moyen d'achat et avoir le cours d'un BTC sans devoir justement être impacté par une fluctuation forte, haussière ou baissière du cours du BTC. Alors, ceci étant dit, là actuellement nous nous retrouvons dans une forme potentielle de retracement. Clairement, personnellement, il y a 3 zones qui vont être très importantes pour moi, qui va être le retest ici de cet AR. Donc on rappelle qu'on est dans une accumulation de week-off, SCAR, STB, Spring, donc au niveau du CME. Et donc pour moi, la rupture, enfin le retest des 25 500, 25 200 va être important, peut être une zone d'achat forte. Personnellement, je rachèterai sur cette zone-là. Je rachèterai aussi sur une autre zone qui est aussi pour moi très importante, les 21 500, dans lequel j'achèterai aussi. Et ensuite, j'irai chercher les 17 000, qui est cette zone de résistance très importante aussi, donc qui serait pour moi mon troisième achat, en prenant en considération que dans cette partie-là, je garderai toujours de la liquidité pour aller chercher plus bas, si jamais on va chercher, bien évidemment, plus bas. Et si on passe plus bas, je me cache pas la possibilité de réactiver fortement un bot de DCA, notamment ceux de Bybit sont très bien, qui permettent de pouvoir lisser à très faible coût en fait son prix moyen d'achat. Par exemple, on peut même acheter $1 de BTC toutes les 8 heures, toutes les 12 heures, toutes les 24 heures, même toutes les heures si on le souhaite. Donc on peut vraiment lisser son achat pour effacer cette notion de bruit de marché, cette fluctuation, et avoir sur le long terme un prix moyen d'achat qui est vraiment cohérent par rapport à la moyenne du prix, parce qu'en prenant en considération tout ce qui s'est passé actuellement, donc dans ce bloc ici, on voit bien que la moyenne d'achat se trouve à peu près entre 20 000 et 22 000. D'accord, elle se trouve dans cette zone-là. Si on a acheté continuellement dans cette zone, on est entre 20 et 22 000. D'accord, donc ça veut dire que c'est une zone qui sera fortement défendue. C'est pour ça que je vous dis que je rachèterai dans cette partie-là, qui serait pour moi un deuxième achat. Ici, ce n'est pas intéressant, en tout cas à mon avis par rapport à mon exposition déjà existante. Je vais attendre qu'on cherche plus bas pour pouvoir continuer à m'exposer à ce type d'actifs, en espérant avoir répondu aux différentes questions qu'on a pu me poser. On repart sur la partie technique avec une petite vision Ichimoku en daily. Vision Ichimoku en daily, on voit qu'on est en train d'aller chercher potentiellement ici le Kumo. On a bien eu le cross qui s'est effectué, donc qui est signe généralement de vente ou de prise de profit. Et ensuite, on va chercher dans un premier temps le Kumo comme support avant de repartir. On fait très attention à ce que le Kumo n'est pas forcément un support efficace. Donc on a tendance généralement à le traverser et à aller chercher le bas du Kumo qui est un point de résistance plus important. Du coup, si on prend le premier état, on voit qu'on aurait une extension au-dessus du 382 pour aller chercher ici le support et ensuite repartir. Et si on va chercher plus bas, on irait chercher quoi? Bah la ligne de coût 0,5 et les 25 200, donc qui est la ligne de coût de rupture de la R que l'on a eu au niveau de l'accumulation de Wickoff dont je vous parle déjà depuis plusieurs semaines. Ensuite, au niveau de l'order flow, qu'est-ce que nous avons? Nous avons pas grand chose, on va pas se leurrer. Nous avons ici une continuité qui est conforme à ce qu'on est en train de voir ici, donc on n'a pas de divergence structurelle qui est en train de se faire. On a une progression au niveau de la totalité des comptes Binance, donc on est quand même dans quelque chose qui est majoritairement bull structurel, mais qui est en attente. Au niveau des positions top trader, clairement le signal n'est pas donné. On a eu un rachat structurel ici par rapport à cette chute là, donc les personnes
personnes sont exposées et ne cherchent pas à s'exposer plus. Très important, on ne voit pas d'augmentation. Je pense que pour aller chercher une augmentation, il faudra avoir une cassure baissière. On rappelle que ce que l'on vise actuellement serait justement l'objectif 1.1, donc qui correspondrait ici à la prise de liquidité structurelle de cette accumulation-là. Nous avons eu, pour rappel, ici SC, ST, STB, accélération, rupture et grosse accélération, donc on a eu une réaccumulation structurelle de Wyckoff qui s'est effectuée, et donc là ce qu'on irait chercher c'est l'objectif de cette impulsion baissière avec le retracement, qui serait ce qu'on a déjà depuis un certain temps, un objectif de 1.1 d'extension de Fibonacci, qui nous amènerait du coup au 26 500, donc un retest réel de la zone de support, et une prise de liquidité certainement du STB qui se trouve ici, donc pour repartir potentiellement à la hausse, qui est le schéma que l'on défend depuis un certain temps. Si jamais par contre on voit qu'on est en train de s'enfoncer et qu'on a une rupture au niveau de l'order flow avec une cassure, on retourne à l'intérieur et on a une contraction du cours au niveau des positions top traders, ça veut dire qu'il y aura un abandon des top traders, et donc par contre ça veut dire qu'on va chercher les 25 200 à minima, voire aller chercher plus bas et aller chercher justement un retest ici de 886, donc à 20 875, qui serait quand même très très fort, sans retracement haussier, mais pourquoi pas au vu de la macroéconomie actuelle, où on sait que on est, si on regarde le SP500 et le Nasdaq, dans des zones de retracement potentiel, on aurait un retracement sur la macro globale. Au niveau de la dominance BTC, on voit qu'on est en train de ranger, ça veut dire que ici, on est plutôt sur un BTC qui mène toujours la danse. On attendait un all season avec une rupture, je vous ai dit qu'il fallait impérativement avoir cette rupture pour pouvoir se dire qu'on va retester plus bas, ça ne s'est pas fait, et ce qui est très intéressant de voir, c'est de corréler la dominance du BTC avec la totalité du market cap. Qu'est-ce que l'on voit? On voit une dominance qui est flat, d'accord, on est dans une forme de ranging, et à côté on a ici la totalité du market cap qui est en forme de réintégration de la rupture de l'AR, d'accord, donc on est en train de retester directement en interne avant de pouvoir repartir. Et encore, quand on regarde ça, on se dit qu'on va aller certainement chercher plus bas, aller chercher cette box qui se trouve ici pour pouvoir repartir, donc ce qui serait cohérent avec un retracement global de l'ensemble des cryptos pour pouvoir préparer une forme d'alt season. Donc on aurait ici une forme de ranging, ici une contraction structurelle qui sera en train de se faire, et cette contraction structurelle pourrait donner une accélération avec derrière une dominance qui s'enfonce et un total market cap qui repousse à la hausse, donc ça veut dire un BTC qui va pousser légèrement et derrière surtout des altcoins qui vont performer.